Retour dans le live TV Finance, notre invitée du jour, Nathalie Janson, professeure d'économie à Neoma Business School. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors avec vous ce matin, on refait la semaine économique et si vous le voulez bien, on commence par la déconnexion des marchés boursiers et les signes de ralentissement économique mondial, notamment en Europe. Est-ce que ça veut dire que la situation économique est finalement moins alarmante que ne semblent le dire certains analystes et certains économistes? Alors du point de vue en fait des prévisions, en effet il y a un ralentissement. Le FMI a déjà donné un peu ses prévisions pour l'année et en effet on voit bien que pour les États-Unis, pour la Chine, on a un ralentissement, mais ce n'est pas non plus pour les États-Unis, c'est à relativiser, on est autour de 2,5%. Et pour la Chine, il semblerait qu'effectivement des mesures budgétaires aient été prises par le gouvernement chinois et que finalement on s'attend peut-être à une moindre catastrophe. Donc dans l'ensemble, au niveau européen, le pays qui reste le plus préoccupant demeure l'Italie, même si l'Allemagne effectivement elle aussi est sous ralentissement, mais je dirais que c'est le pays européen qui est le mieux armé pour faire face à un ralentissement puisque c'est le pays le moins endetté de la zone et il subit sans doute le ralentissement du commerce mondial. Alors que l'Italie effectivement c'est une situation plus préoccupante parce que effectivement il y a des problèmes structurels non résolus qui continuent et donc c'est plus alarmant, ils sont très endettés. Pour le reste, la France finalement n'a pas un ralentissement très fort. On retrouve le cas de la France qui n'a jamais des très fortes croissances mais qui résiste en cas de récession. Donc cette dichotomie avec les marchés boursiers est finalement moins impressionnante qu'elle n'y paraît. Oui, tout à fait. Elle est relative. Alors elle est relative parce qu'il y a toujours des bons chiffres des entreprises. Donc on sait bien qu'effectivement la bourse en général se nourrit de bonnes nouvelles en matière de résultats d'entreprise. Et puis après évidemment c'est tout ce qui est de l'ordre de la projection, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passera dans le futur. Et la grande peur en fait des marchés fin 2018 qui était celle de voir la politique monétaire américaine continuer à se durcir, eh bien en fait ils se sont réjouis du changement en fait de cap puisque à la tête de la Fed on a décidé effectivement de prendre en compte les préoccupations et de dire qu'on faisait une pause dans la hausse des taux d'intérêt. Donc on voit bien que depuis le début d'année, depuis cette annonce en fait de la Fed, les préoccupations sont moins importantes et comme on sait que la BCE est dans la même dynamique, voilà, il y a moins d'inquiétude. Et alors vous l'avez un petit peu évoqué, les États-Unis, le quatrième trimestre, le PIB du quatrième trimestre a été un peu moins bon que prévu. Est-ce que le moteur finalement de la croissance mondiale que sont les États-Unis peut avoir quelques ratés ou finalement rien d'inquiétant? Pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y ait des grandes inquiétudes, notamment sur le front de l'emploi. On a encore eu des chiffres records de minima atteints avec les inscriptions au chômage. Donc effectivement, on voit bien que le marché est tendu, le marché de l'emploi est toujours tendu. Donc c'est pour ça que pour le moment, il n'y a pas de signes très inquiétants. Maintenant, on ne sait pas ce que donne aussi au niveau des salaires, parce que c'est un autre indicateur, voir si cette tension des marchés du travail se traduit bien par une augmentation des salaires. Donc là, on attend les chiffres, mais effectivement, il n'y a pas il y a rien de très grave qui semble émerger, même si effectivement, on a toujours des inquiétudes sur évidemment les tensions commerciales, mais surtout sur les effets que produisent, qu'on peuvent produire en fait les politiques accommodantes qu'on vit depuis maintenant plus de 10 ans dans différentes zones, et on se demande si en fait est-ce qu'on va pas aller vers une crise plus compliquée à prévoir en tout cas. Alors restons sur le cas américain et vous venez de l'évoquer, évidemment l'épineux dossier du commerce international. L'OMC a revu justement cette semaine ses prévisions en baisse de croissance des échanges en 2019. Comment voyez-vous l'issue finalement de cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine? Est-ce qu'un rééquilibrage des échanges entre les deux premières puissances économiques mondiales vous semble légitime? Alors si on adopte le point de vue vraiment de l'apport du commerce international, en fait on n'a pas besoin de rééquilibrage, c'est-à-dire en fait le pays pénalisé est toujours celui en fait qui se ferme et non pas celui qui s'ouvre. Et d'ailleurs à ce titre les mauvais chiffres du commerce américain en fait en sont une preuve, puisque malgré les restrictions qu'ils ont pratiquées et puis les tarifs qu'ils ont appliqués, en fait il s'est détérioré. Donc on voit bien que finalement c'est pas celui qui ferme, c'est pas celui qui ouvre en fait qui est pénalisé, mais celui qui ferme. Et là, les États-Unis, effectivement, n'ont pas du tout tiré profit d'une fermeture en fait de leurs portes aux produits chinois.
Mais par contre, c'est des encouragements pour une ouverture plus grande de la Chine, donc pour qu'elle s'insère davantage au niveau de l'économie de marché. Donc je dirais pour les Chinois, c'est plutôt pour les Chinois que c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que plus effectivement il y aura une insertion et une ouverture, et plus la population gagnera à cette ouverture. Mais effectivement, on voit bien que la route est longue parce qu'il y a des questions épineuses et qu'elles ne sont pas faciles à résoudre, notamment sur la propriété intellectuelle. Je pense que ça va être très problématique. Alors vous venez de l'évoquer, vous dites que les États-Unis, la politique protectionniste de Donald Trump, la politique protectionniste américaine n'a pas porté ses fruits au niveau du commerce, mais quand même, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'elle les a portés au niveau de la croissance américaine? Est-ce que finalement, au regard des chiffres et l'état de la bonne santé américaine, en tout cas de l'an dernier, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une réussite économique, hein, cette politique protectionniste? Je me fais l'avocat du diable, hein, bien sûr. Bien sûr. Disons que pour le cas des États-Unis, il est certain que les ressorts quand même de la croissance sont internes. Ils sont finalement, leur ouverture au commerce international, comme toute grosse zone géographique comme l'euro, est quand même relative. C'est-à-dire que leur croissance est quand même nourrie par leur propre moteur. Et là, effectivement, il peut y avoir peut-être d'autres mesures comme les mesures fiscales de Donald Trump qui peuvent expliquer davantage. Et puis toujours effectivement le fait qu'il soit toujours le marché financier mondial, enfin c'est quand même voilà, c'est la référence, leur permet effectivement de pouvoir financer plein de projets puisqu'ils attirent les capitaux de tous les points du monde, et ils les ont attirés plus qu'avant puisque les pays émergents ont eu eux des problèmes, donc ils avaient de quoi en fait financer beaucoup de projets, et ils en ont en général beaucoup en stock. On passe du côté européen maintenant, avec un mot évidemment sur ce qui nous occupe beaucoup, en tout cas nous Européens depuis un petit moment, c'est le Brexit. On a l'impression quand même que ce chaos politique qui règne en Grande-Bretagne laisse totalement indifférents les marchés financiers, ou en tout cas les marchés boursiers. Alors est-ce que c'est du déni, ou simplement finalement le non-Brexit n'aura pas les conséquences si importantes que ça qu'on attendait? Alors je vais faire une réponse normande, c'est un peu des deux, c'est-à-dire qu'en fait je pense qu'il y a surtout la longue habitude. Maintenant on s'est habitué depuis novembre, parce que novembre ça a été un peu le choc avec lorsque le plan de Theresa May n'a pas du tout, a été vraiment rejeté de façon très claire par le Parlement, et du coup depuis il s'est installé l'habitude finalement que même si le Brexit pendant longtemps a été donné a été longtemps donné comme une option pas du tout envisageable, en tout cas quand on sondait les marchés, effectivement, il l'a donné souvent comme option très très marginale. Finalement, au fur et à mesure, on s'est habitué au fait que peut-être ça en faisait partie. Et pour les acteurs économiques, je pense que eux, en dehors des marchés, les acteurs économiques dans les entreprises à la fois françaises et anglaises ou européennes, on s'est habitué au fait que peut-être ce sera autrement. Et il ne faut pas non plus diaboliser le hard Brexit, c'est-à-dire que le hard Brexit, c'est tout simplement qu'on retournera avec des règles qui existent déjà, qui sont celles de l'OMC, qui sont certes certainement qui vont prendre plus de temps, c'est-à-dire que ça va coûter plus de temps à mettre tout ça en place, mais que finalement c'est quand même pas la fin des échanges, et donc les marchés l'ont également intégré. Et puis il y a des activités qui malgré tout demeurent, c'est-à-dire que malgré le Brexit, il y a des choses comme ça qui ne changent pas, et par exemple le pessimisme qu'on avait sur le rôle de la City, c'était la fin de la City, et donc les Paris et d'autres villes pouvaient se réjouir de la fin de la City, mais en fait il n'est pas arrivé, puisqu'en fait il y a eu à nouveau aussi des bons chiffres sur la santé en fait de la City, notamment sur le marché d'échange où ses positions sont encore très très bonnes et se défend très largement au niveau international, malgré le Brexit. Donc en effet, très paradoxalement, le chaos, parce que là effectivement c'est un contraste fort, on a vraiment un très fort chaos politique, alors que finalement l'économie et les marchés sont assez peu impressionnés par ce chaos. Et vous avez le sentiment qu'on a mesuré les conséquences économiques? Vous parliez des entreprises, justement pour les entreprises, parce que effectivement si on revient aux règles de l'OMC, c'est aussi, ça va être long, mais c'est aussi une hausse des coûts dans les échanges, dans les sous-traitances notamment. Oui, tout à fait. Alors c'est pour ça que je parlais aussi peut-être de déni, du fait que, alors peut-être pas du déni, mais on se dit qu'on
va peut-être quand même aller vers une solution parce qu'on a bien conscience que les deux parties perdent. Et c'est pour ça que l'Europe n'a pas non plus dit après tout partez, ça suffit. Oui. Parce qu'on est bien conscient que, comme je le disais pour le cas des États-Unis, dans le commerce international, en fait, il n'y a pas un perdant et des gagnants. C'est que lorsqu'on ferme, en fait, ou lorsque, alors là, c'est pas une histoire de fermer, mais lorsque on va s'inscrire dans un processus moins ouvert des échanges, finalement, les parties prenantes de chaque côté font perdre et personne n'y a intérêt. Donc, en fait, peut-être que c'est aussi le signe que finalement, plus que du déni, c'est de se dire que au bord du gouffre, on va avoir une solution qui sera trouvée des deux côtés pour qu'effectivement on ne passe pas à côté d'une opportunité de continuer en fait à croître. Donc on va terminer parce qu'en vous écoutant on voit quand même que la situation n'est pas catastrophique ni du point de vue économique ni du point de vue politique avec le Brexit, mais on n'est pas non plus dans la meilleure des situations. Donc finalement l'explication, si j'ai bien compris, que vous avanciez en début d'interview, c'est de dire qu'en fait les politiques très accommodantes des banques centrales et en premier lieu de la Fed permettent de justifier cette euphorie sur les marchés boursiers. Mais est-ce que vous ne pensez pas justement que ces politiques très accommodantes entraînent un cercle non vertueux ? Oui, il y a beaucoup d'interrogations. Alors aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de personnes se penchent sur cette épineuse question parce que le problème essentiel, c'est qu'en fait, ça n'est jamais arrivé historiquement. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu... Ça s'est jamais passé. Non, ça s'est jamais passé. Voilà, c'est des politiques. On a connu d'autres bizarreries, je dirais, au niveau monétaire, mais pas celle-là. Donc c'est la première fois que les banques centrales sont aussi actives sur les marchés, parce qu'en fait, c'est cette dimension qui n'a jamais eu lieu, parce que précédemment dans l'histoire, il n'y avait pas des marchés financiers aussi développés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui rompt avec le passé et qui du coup donne beaucoup de problèmes de compréhension quant aux conséquences effectivement de l'action des banques centrales. Et je lisais encore récemment quelques anomalies de marché qui donnent du coup du travail en fait aux banques centrales sur leur réflexion sur leur impact. Par exemple, il y a des anomalies sur la parité de taux d'intérêt. On a remarqué qu'il y avait des anomalies, on remarque des anomalies, alors pareil sur la courbe des taux, notamment il y a des taux notamment sur les prêts collatéralisés ou non collatéralisés au niveau des prêts interbancaires. En fait, on s'aperçoit que les prêts contre collatéral qui a priori sont moins risqués, en fait sont faits à des taux plus élevés que ceux sans collatéral. Donc toute cette ensemble de choses qui semblent apparemment anormales, mais qui en fait s'expliquent du fait de cette intervention complètement inhabituelle de la Banque centrale et qui génère donc beaucoup de conséquences étranges sur le marché. Ça pourrait aussi contribuer à expliquer l'inversion de la courbe des taux aux États-Unis, qui ne soit pas si préoccupante que ça. Enfin, il y a beaucoup d'interrogations quant à cette intervention inhabituelle des banques centrales et à leurs conséquences qu'on a du mal en fait à comprendre et à opérationnaliser dans la vie des marchés tous les jours. Et alors d'après vous, pour terminer, cette intervention est plutôt bénéfique et plutôt indispensable en ce moment ou devrait, selon vous, s'atténuer ? Personnellement, je pense que c'est une assez mauvaise chose qu'elle ait existé et qu'elle ait surtout duré. Mais on se rend bien compte qu'en fait les banques centrales ne savent plus comment sortir de ce cercle, puisque comme je l'ai dit au tout début, finalement en décembre tout allait mal parce que justement on sentait que la Fed continuait sa politique qui reprenait une voie on va dire orthodoxe, mais qui faisait que la reprendre, et les marchés l'accueillaient mal, et on voit bien que le fait que les marchés l'accueillent mal met en difficulté les banques centrales. Et alors je lisais, juste pour terminer sur la Fed, je lisais hier les déclarations de Donald Trump. Vous pensez que la Fed peut arriver à avoir sa propre politique monétaire totalement sans conflit d'intérêt avec la présidence? On a l'impression que Donald Trump est tellement interventionniste dans tous les domaines, y compris celui de la Réserve fédérale. Je pense que la problématique de l'indépendance des banques centrales, elle a été remise en cause depuis la crise. Voilà, je pense que les politiques monétaires accommodantes, c'est un premier pas vers c'est un signe de non-indépendance. Parce que ça veut dire que finalement, elles sont là pour veiller en fait à l'activité économique, et que finalement, elles sont influencées par les signes économiques qui seraient inquiétants. Donc, au-delà du politique, alors effectivement, il y a les gesticulations
manipulations de Donald Trump, on ne peut pas ne pas les voir. Mais finalement, la Fed n'est pas plus indépendante que la Banque Centrale Européenne, même si on dit qu'elle l'est. En fait, non, elle n'est pas tant que ça. On voit bien que les Allemands ne sont pas très heureux de certaines décisions qui ont été prises par la Banque Centrale Européenne. Merci beaucoup Nathalie Janson. Je le rappelle, vous êtes professeure d'économie à Neoma Business School. Merci beaucoup.